Bonsoir chers téléspectateurs de Vert Pâturage, bienvenue dans votre émission exceptionnelle, une émission consacrée aux femmes, femmes actives, femmes qui se démarquent par son domaine de travail dans le seul but d'édifier, d'inspirer aussi, de motiver certaines femmes de la capitale, pourquoi pas de la RD Congo. Exceptionnelle, reçoit sur ces plateaux une dame de renommée, une femme qui se démarque. Je vous laisse suivre cet élément, tout juste après on se retrouve. Joséphine Mbela Tchandaye, née un certain 16 février, mère de 3 enfants. Elle est licenciée en droit international public à l'Université protestante au Congo. Elle détient plusieurs brevets de formation sur l'administration générale du bureau, sur l'interview basée sur les compétences, sur la gestion de données et sur la rédaction de rapports et de correspondances. Ancienne fonctionnaire de la MONUSCO, Joséphine Mbela a une très bonne connaissance du système exploitation Windows 10 et des logiciels Microsoft Office 2013. Autrefois assistante juridique et administrative au bureau du conseiller juridique de la MONUSCO. Elle a aussi travaillé aux ressources humaines et assistante au voyage toujours à la MONUSCO. Femme forte, femme exceptionnelle, Joséphine Mbela Tchandaye a publié 2 ouvrages sur la gestion et les rapatriements de réfugiés angolais installés en RDC de 1990, publiés à l'Université protestante au Congo, et encore sur les immunités de juridiction des agents dans la pratique de représentation des États des agents Kadera Mazanibaya. Actuellement, Maître Joséphine Mbela est directrice chargée de plaidoyer à l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Elle s'occupe aussi de questions de la femme et de l'enfant. Elle a eu à initier plusieurs rencontres avec les femmes pour les inciter à mieux défendre leurs droits et à bien observer leurs obligations. Souriante et dynamique, cette femme défend le droit de la femme et de l'enfant. Elle aime tout ce qui est juste et adore la pratique de la justice et de l'équité. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre les portraits de Madame Joséphine Mbela, qui nous a fait plaisir d'honorer sa présence dans notre plateau d'exceptionnel. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Comment vous allez? Merci très bien. Bienvenue dans notre émission. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'échanger avec nous dans cette émission exceptionnelle. Alors, s'il vous était demandé de vous présenter à tous les téléspectateurs qui vous suivent, que diriez-vous? Bien, merci. C'est moi qui suis honorée de participer à cette émission aujourd'hui. Je vous en prie. Et surtout qu'on vient de clôturer le mois de la femme. Donc c'est encore un honneur. On continue toujours dans les honneurs. Alors, si je devrais me présenter, mon nom... on le connaît, Mbela. Je vais me présenter comme on le dit au Congo, hein, c'est Mbela Tchandaye Joséphine. C'est ça mon nom, et donc comme on essaye pour pas que tout le monde m'appelle Tchandaye, donc du coup je coupe ça, Mbela Joséphine, c'est ça mon nom. Madame Mbela Joséphine. Oui. Alors, Madame Joséphine Mbela a un parcours scolaire. Relatez-nous un peu votre parcours. Wow. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais commencer par où? Oui, Madame Mbela a un parcours scolaire et universitaire à la fois. Hein. Si je dois parler de mon parcours scolaire, j'ai fait un cursus commercial et administratif. J'ai étudié dans le Kasaï. Kasaï, aujourd'hui qu'on appelle Kasaï central. À l'époque, c'était Kasaï occidental, qui est Kananga. Oui. Je suis née, grandie là-bas. J'ai fait mes études là-bas. J'ai fait l'option sciences commerciales. Et j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, je suis venue poursuivre mes études ici à Kinshasa. Et je me suis inscrite mes parents, bien sûr, pas moi. Mes parents m'ont inscrite à l'école, à l'université protestante. Et c'est là que j'ai fait mes études de droit jusqu'à ces jours. Et j'en suis une des licenciées de l'université protestante. Et voilà, c'est ça un peu mon cursus, hormis bien sûr les autres formations que j'ai eu à faire. Mais si ce sont des titres académiques, voilà, j'ai eu une licence en droit. Et voilà, c'est ça. Vous avez opté pour les droits.
Actuellement, c'est quoi votre profession? Parce que dans le droit, il y a la magistrature, il y a... Parlez-nous un peu de votre profession actuellement. Oui, il y a beaucoup à dire. C'est vrai que dans le droit, il y a beaucoup de branches qui peuvent en ressortir. Moi, j'ai fait droit international public parce que j'aspirais à devenir diplomate. J'ai toujours eu envie de devenir diplomate de carrière. Et puis après, bon, de toute façon, tout n'est pas encore perdu. Hein? Tout n'est pas encore perdu. Ouais, je peux toujours le devenir d'un jour à l'autre. Et là, je suis avocate. Je suis avocate et aussi je travaille pour l'association congolaise pour l'accès à la justice, qui est une association à majorité juriste, mais avec beaucoup plus d'avocats, dont j'en suis une, où j'occupe les fonctions de chargée de plaidoyer au sein de cette association et aussi de l'administration. Donc, j'ai couplé les deux, le plaidoyer et l'administration. J'essaie d'organiser un peu au sein de l'association pour qu'il y ait une administration convenable. Voilà. Vous savez, madame, dans votre monde des droits, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs mots qui essaient un peu de compliquer certaines personnes. Chargé de plaidoyer. Ah oui, voilà, des plaidoyer. Merci pour la C'est vrai que ça dit la même chose. Plaidoyer, plaidoirie, ça a une même connotation. Plaidoyer, parce que quand on dit faire du plaidoyer, c'est demander, plaider pour. En fait, le rôle que j'ai de chargé de plaidoyer, c'est de plaider pour, en fait. Plaider pour que toutes ces causes que nous défendons au sein de la cage soient entendues. Les plaidoyers, c'est fait par plusieurs façons, On peut le faire par écrit, on peut le faire par des points de presse, on peut le faire par des communiqués de presse. Il y a plusieurs modes de plaidoyer. Donc, du coup, j'ai cette responsabilité au sein de la cage de mener à bien le plaidoyer de toutes les actions qui sont entreprises par les avocats, par l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Voilà. Quelque part, vous nous avez expliqué votre parcours, comment vous avez, d'où vous êtes venu pour être ce que vous êtes actuellement. Avez-vous été influencé par un membre de la famille, je ne sais pas, c'était une passion, une inspiration pour devenir ce que vous êtes devenue aujourd'hui, avocate? Oui, avocate, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une passion. Je n'ai pas personnellement été influencée, mais mon père voyait en moi deux choses. Il voyait en moi un diplomate. Et bien sûr, une avocate un peu après, parce que toute petite, je parlais toujours beaucoup et je défendais les uns les autres. Mais le choix, c'est finalement, la courbe s'est renversée, si on peut dire, s'est retournée vers le droit, parce que à chaque fois que j'étais avec même mes copines, j'ai toujours défendu, j'ai toujours cette j'ai toujours cette envie du juste, de la justice, que chacun ait ce qu'elle mérite, et depuis toute petite. Donc j'ai toujours eu, et en fait c'est en voyant tout ça, mais mon père, ma mère surtout disait, bon, elle ferait peut-être, mais comme je le disais au début, les choix plus étaient vers la diplomatie qu'autre chose. Mais pour revenir à cette passion qui est devenue la mienne aujourd'hui, je me suis plus inspirée d'un film que j'ai regardé il y a longtemps. C'était un film où j'ai vu une petite fille violée dans les années, c'était un film américain, comme vous savez, on regarde. Vous gardez encore les titres jusqu'à présent? Je crois que j'ai encore le titre, ça s'appelle « Le droit de tuer ». Bon, c'est une traduction littérale, je ne saurais pas exactement dire, avoir l'exactitude en français, en anglais, pardon, mais sinon l'intitulé, c'est « Le droit de tuer ». Donc ça m'a inspiré. C'est un film, brièvement, qui parle d'une petite fille. Il y a du racisme, il y a de l'injustice, il y a du viol,
il y a un peu de tout dans ce film, parce que la petite fille qui est noire, qui vit dans un monde raciste, qui se fait violer par 2 jeunes hommes blancs qui l'abandonnent et dont le père finalement parvient à tuer un et qui fait de la prison pour sa fille parce que sa fille avait été violée et qu'après les résultats des médecins qui l'ont consultée, examinée, ont dit qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. Et la famille a dû engager un avocat blanc, voir comment cet avocat blanc défendait une noire pour remettre cette famille dans leurs droits, surtout cette petite fille. Ça m'a beaucoup inspirée parce que j'ai eu déjà la souffrance de cette gamine noire, vulnérable, pas fragile, qui s'est fait violer par deux jeunes hommes déjà, parce qu'elle n'avait que 10 ans. Et donc du coup, cette envie de justice a commencé, et ça s'est renforcé en fait, à naître de plus en plus. Ça devenait, en fait, c'est cette envie qui renaît, qui grandit, c'était là, mais ça continue de grandir. Ça grandit, au final, ça prend de l'espace dans tout mon être et qui s'est matérialisé aujourd'hui. Et je suis devenue avocate. En fait, c'est cette inspiration du film, et parce que je me suis dit, il faut que je continue de défendre celles qui ne peuvent pas. Voilà, il faut que je porte la voix de celles qui n'arrivent pas à parler et qui sont sans défense. Si je peux ne serait-ce qu'apporter un tant soit peu, ça ferait quelque chose. Et c'est ça, en fait, ma plus grande motivation qui a fait que je sois... Ça a plu aux parents, ils sont contents, ils sont très contents, surtout. Bon, ils sont contents parce que quand j'ai fini, j'ai commencé dans un cabinet d'avocat, juste après mes études. Vous êtes la seule fille à la famille ou comment? Oui, je suis la seule fille. Imagine un peu. Je suis la seule fille et d'une famille de 4, donc je suis entre les garçons. Je vois. Et cette envie-là est née juste quand j'ai fini mes études. J'ai intégré un cabinet d'avocat où j'ai commencé mon stage d'avocat. J'ai passé un test au barreau, j'ai réussi mon test et j'ai continué à faire mon stage jusqu'à ce que j'ai un emploi. Alors, sans avoir postulé, quelqu'un me propose un poste aux Nations Unies. Et je le prends. J'ai travaillé aux Nations Unies pendant 7 ans, où j'ai acquis quand même pas mal d'expérience qui m'a renforcée aussi dans mes compétences au niveau de l'administration, au niveau des questions à caractère juridique, parce que j'ai changé de département au sein même de Nations Unies. Donc, du coup, je quitte le cabinet d'avocat pour aller aux Nations Unies. Je reste 7 ans et puis après, je reviens au barreau. Et je reviens au barreau parce que ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu. Comme la passion, elle est des fois très difficile à contrer. Ça, oui. Chaque fois, vous pouvez vous battre contre, mais vous revenez toujours aux amours. Tout à fait. Aux premiers amours, toujours. Je vois. Ouais, donc, j'ai dû retourner et voilà, j'ai continué à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et à présent, vous vous sentez bien dans la peau de l'avocate? Oui, je suis très bien. J'ai toujours été très bien dans tout ce que j'ai fait, mais aujourd'hui encore plus, parce que j'ai fait ce que je veux. Le plus important, c'est de faire ce qu'on veut et le faire avec tout son être et bien le faire. C'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. Et actuellement, dans votre carrière votre carrière professionnelle, nous remarquons qu'il y a plus d'hommes que les femmes. Est-ce que vous vous sentez marginalisée ou comment? Non. Si je dois parler de mon association, dans notre association, je ne me sens pas marginalisée. C'est vrai que je suis une femme parmi tant d'hommes, mais j'essaie de me démarquer par ma façon de travailler, par ma touche personnelle qui me démarque des autres, parce que bon, le plus important, c'est d'être compétente, de montrer de quoi on est capable, pas seulement de se sentir femme marginalisée et tout, mais pour qu'on ne se marginalise pas ou qu'on ne se fasse pas marginaliser, il faut montrer de quoi on est capable. Et c'est ce que j'essaye vraiment de faire pour qu'on voie en moi l'avocate
pas la femme faible. Ouais, je veux qu'on voie en moi cette avocate. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est des fois difficile, il faut le reconnaître, mais il faut faire avec et se frayer de la place. Il faut se démarquer, en fait, c'est ça. D'ailleurs, vous êtes en train déjà de démarquer à travers votre carrière professionnelle. Ce qui est sûr, c'est pas facile. Quelque part, vous nous avez parlé d'une association qui est là. Vous jouez un grand rôle au sein de cette association, ACAJ. Parlez-nous un peu de la CAJ. C'est quoi la CAJ? Alors, la CAJ, c'est une ONG. On est apolitique. Oui. Déjà, surtout ça, nous sommes apolitiques. Et on œuvre... Apolitique. Ouais, nous sommes apolitiques. Et pourquoi apolitique? Parce que vous avez vraiment tapé là-dessus, apolitique. Non, parce que beaucoup de gens, quand ils voient les interventions, parce que tout le monde connaît qui est le président de la CAJ, hein, on n'a pas besoin de parler de lui ni de le présenter. Les interventions quand on dit ACAJ a dit, en termes de tout ce qui se passe, et les gens ont tendance à dire qu'on est un peu penché dans la politique. Nous sommes apolitiques, nous ne sommes pas un parti politique et on ne va pas le devenir, on ne va pas changer. Nous restons des avocats où nous œuvrons pour promouvoir la paix et le droit de l'homme. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que nous sommes une association des juristes. En fait, il y a des avocats, mais il y a aussi des juristes. Il y a aussi des professeurs qui sont là, qui nous accompagnent. On a plusieurs sortes de catégories des membres. Mais ceux qui jouent souvent un rôle, notre rôle, c'est d'accompagner, faire l'accompagnement juridique, l'accompagnement judiciaire des personnes vulnérables, des femmes, des enfants, toutes personnes confondues. C'est ce que nous faisons là. Si je peux résumer vraiment. Un peu quand vous dites de personnes vulnérables, je ne sais pas un peu quelques détails. Les personnes vulnérables, quand je parle de personnes vulnérables, il ne faut pas qu'on pense qu'à la femme, non. Les personnes, c'est vrai que la femme et l'enfant sont des personnes vulnérables parce qu'elles n'ont pas toujours ce moyen de défense. Mais aussi, la CAJ, nous accompagnons les personnes les démunis, les gens, nous portons la voix de ceux qui n'ont pas la voix. Nous donnons facilement l'accès à la justice à ceux qui ne peuvent pas s'accorder d'avoir un avocat ou d'aller devant un tribunal, de payer un avocat. Alors nous, on les fait. C'est un peu du pro bono ce qu'on fait, hein, un peu de la gratuité. On le fait parce que nous avons choisi, c'est ça notre valeur. Nos valeurs, c'est d'accompagner ceux qui ne peuvent pas avoir accès à la justice, de pouvoir avoir accès, de pouvoir avoir l'aide d'un avocat qui peut l'accompagner devant un juge, devant un tribunal pour différentes questions qu'ils viennent poser. Différentes questions en termes de violations des droits de l'homme. Il ne faudrait pas que ce soit des violations qui n'ont pas un caractère, qui sont des droits communs. Parce que ça, il faut un avocat, il faut payer un avocat pour qu'il vous suive du début à la fin. Mais nous sommes plus dans les violations des droits de l'homme. Et pour ces personnes-là, nous avons choisi de les accompagner juridiquement ou judiciairement pour qu'ils aient solution à leurs problèmes. En fait, c'est ça. Maître, pourquoi avez-vous choisi de travailler au sein de la CAJ au lieu d'aller plutôt exercer votre domaine dans un cabinet d'avocats? Mais je fais les deux, je continue de faire les deux. Mais à vous entendre parler, c'est plus à CAJ que vous vous sentez bien au sein de la CAJ que dans un cabinet, je ne sais pas. Non, je me sens bien dans tous les deux parce qu'en fait, les deux sont compatibles. Je continue de faire mon travail d'avocate, même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit d'un côté de la CAJ, mais je continue de faire mon travail d'avocat. C'est vrai que j'ai cette passion d'accompagner, comme j'ai dit au tout début, du juste. J'ai besoin que les personnes qui sont marginalisées, les personnes dont les voix ne se font pas entendre, qui ont été victimes de tel ou tel autre abus, qu'ils aient la solution à leurs problèmes. Ça fait partie des rôles que vous jouez, je ne sais pas, vos responsabilités là? Oui, ça fait partie parce que je suis avocate. Je suis avocate. Rien qu'en faisant le plaidoyer, déjà j'accompagne ces personnes parce que je plaide pour que ces personnes
rentrent dans leurs droits, pour que leur voix soit entendue, pour qu'on leur retourne ce qui leur avait été pris. C'est ça, faire du plaidoyer. Et même en étant avocate, si je dois aller dans des questions de droit commun, c'est toujours la même chose. En fait, c'est la même chose. Mais là, c'est dans une voie noble, un peu plus noble, comme moi je dis, hein, un peu plus noble, parce que je fais de la défense des droits de l'homme. Je défends les droits de l'homme. Il faut que les droits de l'homme soient respectés dans son intégralité. Ça veut dire que chacun sache ce que sa limite est, comme ça, le respect et tout ça. Bref, on fait de l'accompagnement. Je fais de l'accompagnement. Je pourrais vraiment beaucoup dire, mais je fais de l'accompagnement. C'est vrai que je me sens bien dans ce que j'ai fait. Et si j'ai choisi l'association congolaise aujourd'hui, c'est parce que quand j'ai arrêté de travailler, je faisais juste mon travail d'avocate, hein, mais après, bon, j'ai voulu aider dans une association. Vous avez arrêté de travailler aux Nations Unies? Oui, j'ai arrêté de travailler. Et là, il y avait vos propres raisons. Des raisons personnelles pour lesquelles j'ai accepté de partir. Et puis, bien sûr, au sein des Nations Unies, il y a eu plein de restructurations. Du coup, moi aussi, j'ai arrêté de partir. Et c'était vraiment voulu. J'ai voulu partir pour faire ce que j'aime faire, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et pour moi, il n'y avait pas mieux que d'adhérer à la cage. Parce que je répondais aux critères, il faut être avocate, la défense. J'ai fait un stage aux droits de l'homme avant de tard d'avoir même fini mes études. J'ai fait mon stage à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça Bureau conjoint des Nations Unies, mais à l'époque, ça s'appelait Haut Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme. Donc, c'est à cette époque-là, je crois que c'était aux années 2003, j'ai fait un stage là-bas j'ai fait 4 mois de stage là-bas. Et j'aimais parce que ça m'a emmené à faire du monitoring. C'est ce qu'on fait même aujourd'hui à la cage. J'allais dans les audiences foraines. On le fait aussi. Donc, en fait, ça m'a ramené tout de suite à ce que j'avais fait déjà avant. Du coup, c'est un peu ma passion, quoi. J'ai juste fait recours à ma passion. C'était tellement plus fort que moi que Akaj et moi, on se retrouvait. Si je peux dire. Akaj et moi, on se retrouvait et je suis arrivée là-bas. Je me suis sentie bien parce que je faisais ce que je voulais et je continue de faire ce que je veux faire. Voilà. Au sein de la cage, vous êtes chargée à la plaidoyer. De la plaidoyer, c'est ça. Alors, vous recevez certains sondages dans les milieux où vous exercez votre domaine, je ne sais pas, lorsque vous défendez par exemple les droits d'un individu, par exemple, est-ce que sur le terrain, vous avez des sondages, les rendus, comment ça se passe? Bon, les rendus, on ne les a pas à proprement parler, que les gens nous écrivent ou nous viennent nous dire que voilà, Akaj a fait du bon travail, mais on entend des échos. Hein? On peut aller quelque part à des endroits, on dit « Ah, mais c'est l'Akaj, en tout cas, continuez de faire ce que vous faites ». C'est de cette façon-là que nous, on entend, qu'on a au moins le feedback, si je veux dire. Mais que quelqu'un vienne au bureau juste pour nous dire « Bon, c'est arrivé à des rares occasions », où on nous a dit « Bon, merci pour ce que vous avez fait ». Dans tous les cas, on nous remercie toujours de ce qu'on fait et il nous encourage à continuer à faire ce qu'on fait. Voilà. Je vois. Oui. Alors, maître, vous êtes femme au foyer, vous êtes femme avocate. Comment arrivez-vous à partager votre temps, les travail, à cage, tout ça, l'église Comment vous organisez alors? Mais vous savez comme moi que les femmes, on a plusieurs compétences. Hein? Ah, ben oui, on touche un peu à tout. Donc, en tout cas, je sais concilier le temps entre mon travail, ma famille et mes autres activités. Ma famille, je veux vous dire, ça passe en premier. Ça n'a rien à faire. Ma famille d'abord, ensuite Akaj vient après. J'ai toujours le temps et j'aurai toujours le temps d'avoir du temps pour eux. Mes enfants ne sont pas ici, donc ce qui fait que tous les 2 mois pratiquement, je suis partie pour les voir parce que j'ai besoin qu'ils sentent
ma présence et qu'ils sentent que je suis présente, je suis là. Je joue mon rôle de mère vraiment très bien. C'est un rôle que j'aime. J'adore mon travail de maman. C'est merveilleux d'être maman. Et donc, j'ai toujours le temps. J'ai toujours le temps et je ne pense pas que je n'aurai jamais le temps pour eux. J'aurai toujours le temps, même quand je travaille, quand les enfants appellent, je prends le temps de m'arrêter et de prendre leur appel pour parler et leur dire, voilà, je suis peut-être dans une réunion, je vous rappelle dans 10 minutes, mais je prends le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire. Donc, du coup, c'est vrai que, bon, les faits qu'ils ne soient pas sur place, avantage, mais aussi il y a un désavantage. Parce que le fait qu'ils ne sont pas là, donc ça me laisse beaucoup de temps de travailler, de passer plus de temps, de rendre un peu plus que quand s'ils auraient pu être là, parce qu'il faut essayer de gérer les temps entre son foyer, les enfants et puis le travail. Parce qu'il faut l'éducation des enfants, il faut faire les devoirs avec les enfants, s'assurer qu'ils fassent des activités extrascolaires et tout ça. Mais je ne pense pas que ça aurait pu entraver quelque chose à mon rendement au niveau de mon travail. Mais il faut que les gens retiennent que la famille, pour moi, ça passe en premier. Quelque part, Madame Maître, vous avez mentionné les avantages, les désavantages. Et alors, je profite de cela pour vous demander quelques avantages aussi et aussi des avantages. Autrement dit, de meilleurs, et des bons et des mauvais souvenirs que vous avez à connaître dans votre parcours professionnel. Les désavantages, non, je ne parle pas des avantages. Il y a toujours des bons et des mauvais moments en termes dans son parcours professionnel. Tout n'est pas toujours rose. Il y a des difficultés auxquelles vous faites face et pour ça, ça ne va pas nous empêcher de continuer de faire notre travail. C'est au contraire, ça nous resserre, ça nous donne le courage et la force de continuer pour trouver des solutions. C'est toujours cette envie-là de continuer à essayer là où ça a bloqué, par exemple. Si je dois parler des mauvais souvenirs, c'est quand ma visite, j'ai fait une descente récemment dans le cadre de la Journée de la femme à Kisinso. Les conditions de vie des femmes, ça c'était quelque chose de mauvais pour moi. Ça m'a choqué un peu parce que les niveaux de la femme étaient très bas, si je peux le dire. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Ça doit être un mauvais souvenir pour moi. C'est vraiment c'est pas quelque chose de très beau, c'est pas quelque chose de très bien. Mais bon, il faut juste travailler, quoi. Il faut encourager ces femmes à continuer de travailler. La même chose que j'ai vu les traitements des mauvais souvenirs. Je parle des mauvais souvenirs. Le fait de voir les femmes dans des conditions de précarité, pour moi, c'est des mauvais souvenirs dans mon parcours, en fait, dans mon parcours professionnel. De voir les femmes être maltraitées, par exemple, de vivre dans des conditions qui ne répondent pas aux normes ou d'être incarcérées dans des conditions qui ne répondent pas aux normes. Pour moi, ça fait partie des mauvais souvenirs. Donc, quelque part, quand vous êtes incapable d'aider ces personnes, je considère ça comme un échec pour moi. Je n'ai pas réussi, par exemple, à rendre facile la vie de ces femmes incarcérées à Makala, par exemple, parce que j'ai aussi fait un tour à Makala. J'ai fait une petite étude sur les conditions d'incarcération des femmes détenues à Makala. J'ai essayé de faire des statistiques, j'ai vu les conditions d'incarcération. Je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite vraiment à personne parce que c'est douloureux. Ça fait mal de voir une femme vivre dans ces conditions. Surtout nous, en tant que femmes, nous avons des besoins spécifiques et que les conditions d'hygiène ne sont toujours pas réunies. Ça fait mal. Et être incapable de résoudre un tant soit peu les problèmes de ces femmes, ça pour moi, c'est un échec. C'est un échec parce que j'étais allée là-bas avec espoir que je pourrais apporter
un petit changement, mais bon, vous savez, notre administration, c'est qu'elle est, bon, il y a un peu de blocage par-ci, par-là. Du coup, je considère ça comme étant un échec pour moi, et ça, c'est très douloureux parce que je revois ça tous les jours, je revis ça tous les jours. Quand j'en parle, comme j'en parle avec vous, du coup, ça me revient et ça me fait vraiment très mal, quoi, voilà. Et face à cela, dont je mettais la qualification, pensez-vous à réaliser ou à projeter quelque chose par rapport à tout cela? Oui, personnellement, j'ai vraiment envie de faire changer quelque chose dans la femme. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se limitent à Gombe, hein, chez ces femmes qui ont déjà réussi, qui sont entrepreneurs, des femmes juristes, des femmes qui ont déjà atteint à un certain niveau une connaissance. Bon, toutes n'ont pas toujours la même connaissance, mais moi, je préfère la femme qui ne connaît pas encore. Ça me permet de partager mon expérience, de leur apprendre. Et ça sera vraiment quelque chose pour moi. Ça sera un succès pour moi. De voir que ces femmes ont appris quelque chose. Quelque chose de bien aussi qui m'a beaucoup frappée quand j'ai fait ma descente, par exemple, à Kisenso. J'ai vu cet engouement des femmes. Elles sont venues nombreuses parce qu'elles avaient besoin d'apprendre ce dont on était venu partager avec. C'était la campagne portée sur les abus familiaux et les evictions à l'héritage et la scolarisation de la jeune fille. Alors, elles ont beaucoup apprécié. Elles ont aimé le fait qu'on soit venu. Comment vous faites pour les choix de vos thèmes? Alors, cette année, par exemple, je crois que le thème local ou national était promouvoir quelque chose. Je crois que équitablement. Ça, c'est le thème international. Oui, non, on en parlera. Et puis, il y a eu le thème national. Alors, nous, compte tenu des besoins, des gens qui viennent vers nous, on s'est dit qu'il y a aussi un niveau, il y a l'ignorance qui est là, qui persiste à tous les niveaux. Et du coup, c'est sur base de ça, des gens qui nous sollicitent, on s'est dit, bon, cette fois-ci, on va parler de ça. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire. Et c'est sur base de ça qu'on essaie d'évaluer qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a toute une équipe qui s'organise. Oui. Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe, on décide, chacun propose et on voit qu'est-ce qui est mieux. Par exemple, cette année, on avait choisi les abus familiaux. Ça s'est fait aussi en 2017. Donc, on a laissé passer une année. On a refait encore cette année. Parce que de toutes les façons, on n'apprend pas tout le même jour. C'est sur la durée. Le plus l'on répète, plus l'on capte. Alors, on a préféré reprendre le thème de 2017 pour le refaire encore cette année. Donc, on l'a simplement adapté au thème national. On s'est dit, il va de pair. C'est vrai qu'ils ne sont pas directement liés, mais quelque part, il y a toujours un petit virement là. Donc, nous, on avait choisi de lancer notre campagne sur les abus familiaux. Et on a essayé d'énumérer les sortes d'abus. On a explicité un peu aux femmes c'est quoi les abus, comment les reconnaître et qu'est-ce qu'il faut faire face à ça. C'est comme ça qu'on a fait notre descente à Kisenso et Lemba. On a fait ça sur 2 jours, mais je l'avais annoncé lors du 8 mars qu'on allait faire ça sur l'année. Et pas seulement cette année, mais on va faire ça de façon continue durant les 3 prochaines années, parce qu'on aimerait que vraiment les abus soient connus des femmes et qu'elles sachent comment y faire face. Tout en mentionnant qu'on n'appelle pas à la rébellion, hein. Mais, bien sûr. Parce que les femmes ont tendance à comprendre différemment. Oui. Mais on attire leur attention que être victime d'abus a aussi des conséquences néfastes. Et pour ça, il faut les reconnaître et savoir quoi faire. Et moi, les conseils que j'ai donnés quand je suis allée à Kisenso, par exemple, j'ai prôné pour le dialogue. Parce que quand il y a abus, pourquoi il y a abus? Il faut savoir. Ça veut dire que vous n'avez pas fait quelque chose que l'autre a apprécié. Donc, du coup, il faut se mettre ensemble et parler. Moi, j'ai prôné pour le dialogue en premier lieu
avant de penser à aller devant un tribunal pour aller se plaindre d'avoir été blessé, tabassé, tout ce que vous voulez. Donc, le dialogue doit être la première arme au sein des familles, au sein des couples, même au sein des employés, des collègues. On doit parler pour qu'on arrive à quelque chose. Donc, du coup, moi, j'ai pris ça tout en martelant, attention, maman, on ne fait pas de la rébellion. Hein, vous êtes dans votre foyer, mais vous devez savoir que les coups et blessures, les gifles, les ceci, ont toujours des conséquences néfastes. Du coup, il faut savoir comment les éviter parce que, bon, même si on est dans une société africaine, avec nos us et coutumes, ça nous rattrape quelque part, mais il faudrait savoir s'y prendre parce que ça peut... d'un coup peut arriver un décès. Hein? Vraiment. Voilà. Et donc, nous avons parlé des abus, on a parlé de la discrimination de la jeune fille, de la scolarisation de la jeune fille, mais aussi l'éviction à l'héritage. Les femmes ont toujours été victimes, hein, et les jeunes filles comparées aux hommes. Donc, du coup, dans le mois de mars, on a essayé de parler de ça. On a essayé de parler de ça, de les conscientiser, de prendre conscience, de s'élever, de dénoncer à chaque fois que c'est répétitif. Quand on parle et qu'on n'arrive pas, que ça se répète le plus souvent, dénoncer. Dénoncer. Venez à Cage, venez me voir. Et du coup, moi, je vais vous accompagner. S'il faut aller devant un tribunal pour trouver des solutions, on va aller au tribunal. Et à l'occasion, on a même fait créer un comité d'alerte avec 5 mamans qui ont la responsabilité, en cas d'abus répétés dans leur foyer, d'aller là-bas, s'enregistrer, prendre, savoir à quelles circonstances, faire un peu un récit et nous faire parvenir. C'est simplement, c'est sur cette base qu'on saura que notre campagne a porté ses fruits parce que les femmes ont quand même appris quelque chose, elles commencent à dénoncer. Et du coup, quelque part, ça va s'arrêter aussi. Hein? Voilà. Et une fois sur le terrain, aux yeux de toutes ces femmes-là, comment vous sentez-vous avec vos choix, votre façon de livrer le message? Je ne sais pas, vous vous sentez parfois menacée? Parce qu'il y a d'autres femmes qui contestent. Elles disent non, moi je ne suis pas de ton avis, moi je ne sais pas. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on veut. Le partage, c'est ça qu'on veut. Chacun nous donne, parce que je ne peux pas prétendre tout connaître. Nous apprenons tous les jours. Même quand je vais là-bas, j'essaie de me mettre dans la peau de ces femmes. Je suis moi-même une femme, donc j'essaie de me mettre dans la peau de ces femmes et je leur dis, c'est une discussion. On est là, on apprend. On partage. Chacun va nous donner les expériences qu'il a connues. Ça va renforcer et ça me donne, moi, matière aussi à réflexion. Pour la prochaine fois, je dis que voilà, il y a eu ça. Mais quand quelqu'un ne connaît pas, il faudrait l'aider. Du coup, on se met dans la peau de l'autre. Pour bien faire sur terrain, il faut se mettre dans la peau de l'autre, comprendre l'autre, savoir par quoi elle traverse, qu'est-ce qu'elle vit. Et c'est la seule façon que tu peux te faire entendre. Tu ne peux pas aller là-bas avec la prétention de trop connaître, que tu es supérieur et tout ça. Non, là, c'est normal que la femme résiste. Elle va dire, ah non, 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 non. Elle vient nous apprendre, mais regarde là. Non, c'est pas comme ça. Il faut créer ce contact avec l'autre pour que le message que vous voulez véhiculer soit bien reçu et qu'il soit aussi diffusé par les autres. Voilà, nous avons appris, et ainsi de suite. Et c'était très, très, très... Akissenso, c'était vraiment magnifique. J'attendais 50, j'en ai eu 150. Wow. Vraiment, c'était intéressant. Oui. Et chers téléspectateurs, nous sommes là dans votre émission exceptionnelle avec Maître Joséphine Mbela. Nous continuons et puis voilà, nous allons poser encore une autre question à Maître. Je ne sais pas, avez-vous une lecture à faire par rapport à l'émergence de la femme en RD Congo? Je pense qu'il y a des avancées jusque-là qui ne sont pas à négliger. Mais nous avons encore un long parcours. Nous avons encore beaucoup à faire pour que la femme
se considère d'abord elle-même comme étant à part entière comme l'homme. Elle a les mêmes capacités, les mêmes compétences que l'homme, mais elle doit se les reconnaître en elle-même. Elle doit trouver ça en elle. Du coup, nous avons encore du chemin à faire par rapport à ça, à l'émergence de la femme. Et j'encourage toutes celles qui essayent de sortir du lot. Oui, j'encourage toutes celles-là. Maître, avez-vous souhaité à faire quelque chose dans votre carrière professionnelle et que vous regrettez de ne pas eu cette occasion de le faire et que vous souhaitez le faire à long terme? Ce que je n'ai pas, je pense que je suis encore au début de ma carrière et que j'ai encore un long chemin à faire. Du coup, ce que j'ai envie de faire, je pense que si Dieu me donne vie, et je parviendrai à le faire. J'ai des ambitions, j'ai envie de faire des choses pour les femmes, surtout. J'ai vraiment envie de faire des choses pour les femmes parce que j'ai l'impression qu'on n'en fait pas beaucoup. À la fois, on a l'impression qu'on fait beaucoup, mais on n'en fait pas toujours beaucoup. Et du coup, ça me donne des idées chaque jour de faire quelque chose et d'encourager celles qui continuent de faire, qui se battent, comme j'ai dit, pour sortir du lot. C'est que je suis en train de réfléchir en me disant, je voudrais parvenir à amener les femmes avocates à aider ces femmes qui ont souvent été victimes d'abus, à les aider, à les encourager par des conseils, par des accompagnements juridiques ou judiciaires. J'aimerais vraiment qu'il y ait ces groupes de femmes parce que je ne les vois pas souvent. Bon, peut-être que je ne suis pas en contact avec elles, peut-être que je ne les connais peut-être pas personnellement, qui œuvrent dans le même domaine que moi, mais je vais les chercher, je vais les trouver. Hein? Vraiment. Pour qu'on arrive à faire quelque chose pour les femmes, encourager celles qui ne peuvent pas à sortir du lot, les encourager, tenir par la main, parce que tout le monde est passé par quelqu'un, a eu un mentor, a eu quelqu'un qui lui a pris par la main, parce qu'il a vu en elle ou en lui de la compétence, du potentiel. Il a vu en cette personne et il l'a tenue par la main, l'a propulsée et aujourd'hui elle s'est retrouvée ce qu'elles sont aujourd'hui. Pareil pour moi, j'ai été prise par quelqu'un qui m'a aussi aidée, qui m'a beaucoup encouragée. Malheureusement, ça a toujours été les hommes qui m'ont toujours prise par la main. Pourquoi malheureusement? J'aurais bien voulu que ce soit une femme qui me prenne par la main, qui me dit il faut faire ça, vous regrettez cela? Je ne regrette pas, mais c'est un choix. J'aurais bien aimé que ce soit une femme qui pousse. C'est toujours bien de pousser la femme, qu'une autre femme pousse la femme, mais c'est très rare de voir ça. Mais ça, c'est vraiment un rêve pour moi. J'aimerais que ce soit une autre femme qui pousse l'autre femme. Vas-y, tu peux y arriver. Mais c'est souvent les hommes qui nous encouragent. Pourquoi? C'est dommage. On devrait s'encourager mutuellement. Vraiment. N'est-ce pas? Maître, il y a une fille qui vous regarde à la télé, elle dit « J'aimerais être comme maman Joséphine ». Que lui diriez-vous? Je lui dirais de ne pas baisser les bras. C'est vrai que notre société est celle qu'elle est aujourd'hui, mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Si elle veut devenir ce que je suis aujourd'hui, je ne suis pas extraordinaire, mais je suis simplement moi. Moi, je dis toujours, avant de faire quelque chose, il faut d'abord être soi et ne pas être quelqu'un d'autre. Parce que quand on veut devenir quelqu'un d'autre, ça nous rattrape toujours. On peut faire mieux en étant soi-même. Donc, j'ai dit à cette jeune fille, rien ne l'empêche de devenir comme moi et de me dépasser, d'être plus que moi. Elle a les compétences, elle a du potentiel, elle a les ambitions. Il faut qu'elle continue, il ne faut pas qu'elle s'arrête à attendre un mariage. C'est vrai que le mariage, c'est très bien, je ne suis pas contre les mariages. Les deux, on peut le faire. Être mariée, mère, travailler, dépasser maman Joséphine.
on peut le faire. Et donc, j'encourage cette jeune fille qui me regarde aujourd'hui, qui dit, je veux passer à la télé, je veux parler comme elle, je veux. Tu peux le faire. Où que tu sois, tu peux le faire, tant que tu as les compétences, les capacités. Si tu ne peux pas, la famille ne peut pas t'emmener jusqu'où tu veux, tu peux demander de l'aide. Il n'y a jamais de honte à demander. Moi, j'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a toujours une personne qui va le faire et vous allez y arriver. Donc, du coup, c'est ce que j'ai dit. Vraiment, et nous allons lentement et sûrement, chers téléspectateurs, à la fin de cette émission, mettre à toutes ces femmes qui sont violées, qui sont victimes de violences domestiques, sexuelles, entre autres, un message par rapport à elles. C'est difficile de parler de violences sexuelles ou de toutes d'autres sortes de violences. Mais c'est toujours des sujets assez sensibles. Même celles qui sont victimes ont du mal à en parler. Mais la seule guérison, je pense, c'est de parler. De parler, mais aussi de dénoncer. Parce que le plus grand problème, le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est de dénoncer, la dénonciation. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la réprimande. On a peur que quand on dénonce, la personne nous voit. Et qu'un jour, tu te retrouveras seul et encore, ça va se reproduire. Donc du coup, la femme victime a toujours peur. Mais pour qu'elle guérisse en elle-même, même quand ils vont voir des psychologues, quand ils vont voir des médecins, on leur recommande de parler. C'est vrai qu'on n'y va pas toujours tout de suite en forçant la personne, mais on l'encourage vivement à parler de cette victimisation dont elle a fait objet, mais aussi de dénoncer. Ce n'est qu'en dénonçant qu'on arrive à penser ses blessures. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des femmes qui ont été victimes qui n'arrivent toujours pas à en parler. Mais même si elle a dénoncé. Il y a aussi des femmes qui souffrent en silence. Il y a des femmes qui souffrent en silence. La souffrance en silence, ça tue plus que quand on en parle. Alors c'est pour ça que j'encourage ces femmes victimes à en parler avec les autres, avec l'autre femme. Si vous n'êtes pas... Il faut aussi que le côté qui écoute ne se moque pas. Parce que c'est la moquerie, la honte qui fait en sorte qu'on n'en parle pas. Parce qu'on se dit, voilà, c'est quelque chose de honteux et tout ça. Et des fois, on condamne même la victime, surtout dans notre société. On va vous condamner, on va dire, ben, c'est de votre faute et tout. Et peut-être que souvent, ça n'a jamais été, ce n'est jamais de notre faute. Parce que la femme est faible, c'est un être faible, comme on dit, vulnérable, même si des fois, les femmes, on n'aime pas qu'on nous appelle des êtres vulnérables, mais l'on est faible et on est souvent victime. C'est ça. Alors du coup, ces femmes, à toutes ces femmes, je dis, il faut parler de ce dont vous avez été victime et de dénoncer. Moi, j'ai eu une fille que j'ai connue qui est venue à la cage, qui a été victime, qui avait du mal à parler. Et je vous assure que c'est vraiment difficile pour elle de parler. Je comprends ce qu'elle ressent parce que j'ai fait face à cette petite. C'était une petite fille de 12 ans. Donc du coup, parler avec elle, à la fois tu te mets à sa place en tant que mère, en tant que femme, tu as mal. Mais tu dois prendre le mal en patience, lui demander de parler parce qu'elle a honte. Ce que j'ai vu en cette gamine, c'était de la honte. Elle avait honte de dire ce dont elle avait été victime. Mais du coup, il faut en parler. Il faut en parler et dénoncer. C'est de cette manière que ça peut s'arrêter. Et ça va s'arrêter. C'est vrai que pas tout de suite, mais ça arrivera un jour où il y aura de moins en moins de femmes victimes de viol. En RDC, il y en a beaucoup. Mais il faut qu'on en parle. Des fois, il n'y a pas longtemps, je crois que l'année dernière, j'avais vu une pancarte où on disait « Stop aux violences ». Dénoncer. C'est ce que j'avais aimé le plus. Dénoncer. Vous pleurez, mais dénoncez. Vous allez sauver une autre qui aurait pu être victime de la même personne. Du coup, je les encourage à dénoncer. C'est ça, oui. Alors, votre point de vue par rapport au thème de l'année, le thème de ces mois, le mois de mars, le mois de la femme,
On a opté pour penser équitablement, innover pour le changement, bâtir. Votre point de vue par rapport à cela, en quelques lignes? Alors, en quelques lignes, je dirais que c'est bien de penser équitablement. Il faut que l'homme comprenne qu'il faut penser équitablement, mais la femme aussi. La femme doit faire des efforts pour que quand l'homme pense équitablement, on rejoigne tous les mêmes idées. S'il faut changer, hein, si on a parlé de, vous avez dit changer, penser équitablement, bâtir intelligemment, et quoi d'autre? Innover. Innover, la femme doit aussi apprendre à innover, à vouloir découvrir autre chose, à prendre la technologie, par exemple. Nous avons un projet que nous menons qui parle de la promotion et la protection des droits de l'homme et l'utilisation de la NTIC. La NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information, comme vous savez mieux que moi. Donc, du coup, j'encourage ces femmes à découvrir, à apprendre des nouvelles choses. J'étais dans un groupe de discussion de WhatsApp et tout ça. Les femmes veulent faire quelque chose. Encore là, j'ai dit toujours aux femmes, c'est pour ça que je dis il faut innover. C'est important. Ça nous permet d'être à la hauteur. On discute, on dit voilà, il faut qu'on se rencontre. On ne se connaît pas, mais c'est dans un groupe WhatsApp. Alors moi, je propose. Je leur dis, on peut déjà, on ne se connaît pas, mais puisqu'on parle, on se connaît en parlant. On peut déjà au moins avoir les points à l'ordre du jour. Au moins chacune se prépare pour que le jour où on se retrouve, nous avons déjà avancé, chacun a réfléchi. Mais elles étaient toutes opposées. Ah non, WhatsApp et tout, ce n'est pas un endroit. Mais c'est un gros outil aujourd'hui qu'on utilise pour faire des réunions. Partout dans le monde, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller où vous êtes. On peut faire comment on dit, j'allais dire ça en anglais, excusez-moi, une réunion par téléphone. Une réunion téléphonique, on peut le faire. Et c'est ça la nouvelle technologie. Dénoncer un abus, quelqu'un victime. Je peux voir quelqu'un en route, elle est victime, mais j'utilise mon téléphone. Du coup, le message est parti. Quelqu'un qui est tout près d'un poste de police, il transmet. Et du coup, les gens viennent à la rescousse. Vraiment. La femme doit faire naître en elle cette envie de découvrir les nouvelles technologies. C'est ça qu'on dit innover. Penser équitablement. La femme doit vouloir penser équitablement. Mais l'homme aussi. C'est l'homme qui doit vouloir penser équitablement en intégrant toujours la femme dans tout ce qu'il fait. Ça serait penser équitablement. Et si aujourd'hui, par exemple, en RDC, le ministère qui avait été changé, Condifa, qui est aujourd'hui, c'est ça le ministère du genre. Si on les mettait, il y a 4 ministères d'État. Si on prenait les genres là, qui était la Condifa, puisque c'est celle-là où on s'y attache le plus, la femme. Ça serait aussi penser équitablement. Pourquoi pas créer un autre ministère qui parle des questions des femmes. Parce que le genre, ce n'est pas les femmes seulement. Les gens, c'est l'homme et la femme. Moi, je crois que cela fera partie de votre projet d'avenir. Donc, si on crée un autre ministère, on dit, bon, ça c'est le ministère de la femme, qui s'occupe des questions des femmes, voir comment faire émerger la femme, voir comment promouvoir la femme. Ça serait aussi penser équitablement, n'est-ce pas? C'est ça, maître. Félicitations pour ces belles idées. Moi, je crois qu'on en tiendra compte pour un meilleur avancement de notre pays, la République démocratique du Congo. Maître, vous avez quelques personnes à remercier par rapport à votre parcours professionnel. Quelques personnes, 2 ou 3, je ne sais pas. Waouh! Je remercie mes parents. Ça, c'est eux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Le mérite leur revient parce qu'ils m'ont envoyé à l'école. Ils m'ont fait étudier, ils ont payé, ils m'ont envoyé à l'école. Ils m'ont donné une belle éducation. C'est je me suis trompée moi-même, une éducation. Ils m'ont donné une belle éducation. J'en suis très fière aujourd'hui. Eux-mêmes, quand ils me regardent, ils sont fiers. Donc déjà, où ils sont, je sais qu'ils ne sont pas là, mais où ils sont, je transmettrai. Vous avez le mérite de ce que je suis aujourd'hui. Mes frères aussi, ils m'ont beaucoup encouragée.
je les remercie pour leur soutien. Ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait, dans les idées, parce que c'est les premiers que je consulte. Hein. J'ai dit, j'ai envie de faire ça. Ils me disent, oui, tu peux le faire, mais comment est-ce que tu vas le faire? Alors, ils me donnent leurs idées. Et je les remercie vraiment pour leur soutien, leur appui, toute ma famille. Aussi, je remercie Maître Kapiamba. Maître Georges Kapiamba, ça c'est mon mentor. Ouais. C'est lui qui m'encourage de plus en plus à continuer de militer, à continuer de faire de la défense des droits de l'homme. Et il me dit, mais pousse, mais va un peu plus vers les droits de femmes. Continue de plaider. Quand je suis allée à Kisenso, il a dit, voilà, je vous emmène Maître Joséphine Bella. C'est elle qui fait le plaidoyer pour les mamans. Ça m'a fait du bien. Et je lui dis vraiment merci parce qu'il m'encourage beaucoup, il me soutient beaucoup, on discute beaucoup avec lui, il a toujours le temps pour moi, pour discuter chaque fois que j'ai des problèmes, je suis buté à un problème, une difficulté professionnelle, il a toujours le temps de me donner son point de vue et de me dire quand c'est bien fait ou quand c'est pas bien fait. Donc, il a le mérite aussi de ce que je suis aujourd'hui, hein, de pouvoir faire des formations. C'est lui qui m'a formée. Faire des formations, donner, parler en public. C'est vrai que je parlais déjà, mais de plus en plus, il m'a boosté, il m'a poussé à aller plus loin. Et d'être là, avec vous, en train de discuter, ça c'est vraiment un mérite qui lui revient aussi. Chapeau à Maître Georges qui nous suit à cet instant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comment peuvent vous contacter? Alors, moi je suis... les bureaux de la cage sont situés sur l'avenue Kassongo numéro 5, à Sosimat. Mon numéro de téléphone, je suis chargée de plaidoyer, je suis avocate, pas seulement chargée de plaidoyer, mais je suis avocate, donc mon numéro de téléphone c'est 0425 45 99 103. Donc je suis joignable à ce numéro-là et aussi au bureau. J'ai une adresse email qui est mbellajosepha@gmail.com. Donc, les emails sont les bienvenus. Les appels, je peux ne pas répondre tout de suite, mais un message, je lis toujours et je réponds toujours. Donc, voilà. Maître, il y a une anglophone qui vous regarde là. Ah! Elle m'a soufflé là qu'elle n'a pas compris en français. Elle aimerait que vous puissiez briefer en anglais. Briefer quoi en anglais? Une minute. Quoi? Votre vision pour la femme. Waouh! Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais dire ça? Mon anglais n'est pas si parfait que ça. J'ai du mal à converser aussi avec mes enfants des fois. Ils parlent en anglais, but I'll try. So, ma vue, c'est ça? Pour la femme. Oui. So, I'm just telling all women to keep trying. Those who can't, they will get there one day. Yeah. C'est ça. Voilà votre mot de la fin. And to keep trying, keep trying. If you fail, keep trying, you'll get there. Yes. Yes. Oui, I understand. Votre mot de la fin par rapport à la chaîne Vers Pâturage et aussi pour cette émission exceptionnelle. Un mot pour Vers Pâturage. Je vois que c'est une nouvelle chaîne. J'espère que les émissions seront différentes. Je vois que le cadre est différent de la plupart où je suis allée. Et j'espère que ça va rester comme ça. J'encourage toute l'équipe de Vers Pâturage, du directeur au plus petit employé, de continuer de faire du mieux qu'ils peuvent pour que leur chaîne soit plus suivie. Et ceux qui font de la technique, d'essayer d'améliorer les images, les sons, tout ça. Hein? Faites du mieux que vous pouvez pour ne pas tomber ou pour ne pas faire en sorte que votre chaîne ne soit pas regardée. Donc, parce que c'est ça un problème qu'on a ici au Congo, hein? Les chaînes ne sont pas très attrayantes. Il faut faire de votre chaîne attrayante avec beaucoup plus d'émissions qui attirent, mais plus d'émissions d'éducation. Il faut qu'on éduque
Il faut qu'on rééduque. Parce que vraiment, on est en chute libre, on est en perte de vitesse en termes d'éducation. Et aux journalistes, je les encourage de continuer de faire, de créer des bonnes émissions où on peut faire parler plus les gens. Parce que c'est en parlant qu'on construit, hein, qu'on développe. Parce que quelqu'un d'autre aura vu quelqu'un qui a dit quelque chose, ah tiens, ça existe, hein, ou ah ben oui, pourquoi? C'est venu de Vert Pâturage, il y avait une émission et vous devenez la référence pour les gens. Donc je vous encourage à continuer à faire votre travail, comme je m'encourage moi-même à continuer à faire ce que je fais. Hein? Voilà, merci madame, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vert Pâturage, la chaîne de référence, la meilleure chaîne du moment, rien à dire. Je remercie l'équipe technique qui a assuré cette émission du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup à Maître Joséphine de nous avoir honorés sur ces plateaux. C'est moi. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Bye.